Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci d'être fidèles au Libre Journal de la Famille et de l'Éducation. J'aurai avec moi Aude Mirkovic qui va arriver d'un instant à l'autre, qui vient d'écrire un petit livre tout à fait passionnant, qui est maître de conférences en droit privé, qui s'intéresse beaucoup à ces questions depuis l'an dernier. On la voit beaucoup dans la presse, elle s'exprime longuement parce qu'elle maîtrise tout à fait le sujet, et elle vient d'écrire un petit livre passionnant sur l'aspect purement juridique de ces PMA et GPA, un livre à faire lire parce qu'il donne des arguments juridiques. Aude Mirkovic est avec nous ne changeons pas vraiment de sujet puisque c'est un autre objet de résistance. D'ailleurs, il y a un message qui parle du désaccord de José Bové sur ce sujet. Le Bové est contre la GPA, dont nous allons parler. Et il se réclame du courant philosophique de désobéissance civile représenté par Thoreau, nous dit cet auditeur. Donc, vous avez écrit, Aude Mirkovic, un vrai vademecum, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un petit livre qui vraiment donne tous les arguments juridiques de façon dépassionnée, vous vous placez pas sur un plan moral, sur la PMA GPA. Alors vous êtes maître de conférences en droit privé et depuis l'an dernier vous êtes très investi pour ces questions-là, sur le droit de la famille. Oui, tout à fait. En fait, pas seulement depuis l'an dernier, il se trouve que le projet de loi qui est devenu une loi malheureusement sur le mariage des personnes de même sexe nous a contraint et donné l'occasion d'être vu, de sortir au grand jour. Mais en réalité, il n'est pas arrivé de nulle part ce projet. Et ça fait des années que j'enseigne le droit de la famille et que je le vois arriver de différentes manières. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre? Alors, je rappelle que c'est un sujet vraiment d'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, mais il y a un manifeste qui vient de sortir. J'ai cru qu'il l'avait fait exprès pour mon émission, parce que vraiment, ça tombe rudement bien aujourd'hui. Le manifeste des 363... 43, je crois. 343, oui, comme le manifeste, l'autre manifeste. 343 fraudeuses, c'est ça? Oui, comment ils appellent ça? Oui. Et donc, de toutes ces femmes qui réclament la reconnaissance de leurs enfants nés par PMA à l'étranger. Qui réclament la reconnaissance. Ce qu'elles demandent exactement, c'est la possibilité pour leur conjointe d'adopter cet enfant. Voilà. Alors effectivement, le sujet est tout à fait d'actualité, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'il n'y a pas de projet de loi à l'horizon sur aucun de ces deux sujets. Mais il faut avoir conscience que tant que la loi sur le mariage, qui a introduit déjà l'adoption en droit français par des personnes de même sexe, ce que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas réalisé, tant que cette loi ne sera pas abrogée, la PMA pour les couples de femmes, c'est-à-dire l'insémination artificielle en recourant au sperme d'un donneur pour les couples de femmes, et la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait de se faire porter un enfant par une femme qui s'engage à l'abandonner, à le remettre à la naissance au demandeur pour les hommes, demeurera à l'ordre du jour. Tout simplement parce que la PMA, la GPA, c'est la mise en œuvre de la loi Taubira. Parce qu'on a dit l'année dernière, 2 hommes ou 2 femmes peuvent être parents. On l'a même écrit dans le Code civil. Mais il suffit pas d'écrire quelque chose, y compris dans le Code civil, pour que tout à coup ça devienne réalité. Et en dépit de cette affirmation, 2 hommes et 2 femmes ne peuvent toujours pas procréer ensemble. Non. Donc ils peuvent adopter. Mais qui vont-ils adopter? On sait très bien qu'il y a peu d'enfants adoptables en France, et d'une certaine manière c'est tant mieux, et que les pays étrangers où les Français adoptent des enfants réservent à leurs pupilles des parents adoptifs père et mère. Donc il reste la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Donc il est tout à fait possible qu'une femme, Amélie, ait eu des enfants d'une union antérieure et que sa conjointe, par exemple Pauline, veuille adopter ses enfants. Mais ces enfants ne sont en général pas adoptables parce qu'ils ont un père. Il n'y a aucune raison qu'ils soient adoptés par le nouveau conjoint, homme ou femme d'ailleurs, de leur mère. Donc en réalité, le seul moyen pour les couples de même sexe d'avoir un enfant, de pouvoir adopter l'enfant du conjoint de même sexe, c'est de fabriquer un enfant qui sera adoptable. Et adoptable pourquoi? Parce qu'on leur a délibérément privé d'une branche de sa filiation. Donc pour les femmes, elles l'auront privé de son père. Pour les hommes, ils l'auront privé de sa mère, de manière à laisser la place libre. Et une fois que la place est libre dans la 2e branche de la filiation, il y a possibilité théorique pour l'adoption. Et voilà, et c'est ça qui est réclamé. Alors c'est vrai que ça change, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, ça change radicalement la conception de l'adoption, parce que l'adoption, ça visait précisément, on parle toujours de réparer une discrimination, mais ça visait à réparer une discrimination, entre guillemets, à l'endroit des enfants. C'est-à-dire que c'était rendre service aux enfants en remplaçant symboliquement ce que biologiquement ils n'avaient plus, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que l'adoption, c'est une institution qui est au service de l'enfant, et qui a pour raison d'être de donner à l'enfant qui a été privé de sa famille d'origine, sa famille biologique, par les aléas de la vie, par les malheurs de la vie, de lui donner une famille adoptive.
Mais l'adoption n'est absolument pas une machine à donner des enfants à des couples qui n'en ont pas. Alors, l'histoire en général se termine bien, et le fait de donner une famille adoptive à un enfant privé de la sienne fait le bonheur des parents adoptifs, et c'est tant mieux. Mais le but n'est pas de faire le bonheur des parents adoptifs. Non, mais il faut le dire clairement. Oui. Le but est de donner une famille à l'enfant qui n'en a pas. Et lorsqu'on fabrique un enfant, qu'on ampute délibérément d'une branche de sa filiation, on fabrique un enfant adoptable. Donc ce n'est plus l'adoption qui est là pour donner un enfant à une famille. C'est un enfant qui est fabriqué pour alimenter l'adoption et satisfaire un désir d'enfant. D'ailleurs, vous parlez au cours de votre livre de toutes les conséquences juridiques possibles, et vous évoquez la possibilité que ces enfants se pourvoient en justice un jour contre tous ceux qui les ont finalement injustement privés de parents biologiques. Oui, alors ça c'est vrai, et en fait il faut reconnaître que cette revendication de la procréation médicalement assistée, donc de l'insémination artificielle avec donneur pour des femmes, en tout cas moi personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, ça m'a obligée à réfléchir sur le don de gamètes tout court, parce que le droit français pratique déjà le don de gamètes, c'est-à-dire qu'un couple homme-femme vivant en âge de procréer qui recourt à une procréation médicalement assistée, c'est déjà le cas, oui, peut déjà recourir aux gamètes d'un donneur, soit des spermatozoïdes, soit des ovocytes selon le cas, et ça sert de levier à la revendication des couples de femmes. Puisque vous acceptez de fabriquer des enfants qui de toute façon sont privés exprès d'un de leurs parents biologiques, qu'est-ce que ça peut vous faire de fabriquer les mêmes pour nous ? Et le fait est que ça oblige à réfléchir sur ce don de gamètes, parce que le don de gamètes consiste effectivement à délibérément priver un enfant du fondement biologique de sa filiation. Alors évidemment, l'enfant qui n'a pas une filiation biologique n'est pas condamné à arrêter sa vie. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ils sont très heureux et c'est tant mieux. Mais il n'en reste pas moins qu'au point de départ, on les a privés délibérément de leur filiation biologique et de la possibilité d'établir juridiquement cette filiation. Et ça, c'est une grave injustice. Et qui est déjà réparée par la justice, dans un cas qui est un petit peu différent, mais pour le même préjudice, c'est le cas des enfants incestueux. C'est-à-dire que l'enfant incestueux ne peut pas établir son double lien de filiation. Si la filiation maternelle a déjà été établie, on ne pourra pas établir la filiation paternelle à l'égard de son père biologique, qui est aussi le père de sa mère, oui, ou qui est le frère de sa mère. Donc, cet enfant est victime d'un préjudice qui est concrètement l'impossibilité d'établir juridiquement sa filiation biologique. Il y a déjà des recours en justice. Il y a déjà eu des recours en justice, et la Cour de cassation a déjà accepté de réparer ce préjudice. Il faut reconnaître que l'enfant issu d'un don de gamètes subit exactement le même préjudice. Oui, donc il y a un parallèle assez troublant, oui, c'est vrai. Bon, voilà, mais il faut quand même aussi préciser que lorsque ce don de gamètes est réalisé au profit d'un couple de femmes, le préjudice causé à l'enfant est encore bien plus important, parce que l'enfant est non seulement privé de son père biologique, mais au passage, il est privé de lignée paternelle dans son ensemble, donc il est privé de père tout court. Donc, pour reprendre les mots du psychiatre Christian Favigny, le don de gamètes aujourd'hui a vocation à se faire oublier dans la mesure où le donneur s'efface derrière le parent légal. Au contraire, le donneur au profit d'un couple de femmes ne s'efface pas du tout derrière la deuxième femme. Il reste bien visible à ses côtés, et l'enfant aura évidemment beaucoup plus tendance à se projeter vers ce donneur comme son père, dans la mesure où il n'a pas de père. Très bien. Donc il subit un préjudice qui est double, lui. Qui est double. Alors vous parlez de la notion même de filiation, et vous dites que c'est impossible de ne pas revenir. Enfin, c'est l'essence même de la filiation qui est remise en cause à travers la PMA GPA, c'est ça ? On dit on ne touche pas à la filiation, mais c'est pas vrai, puisque c'est son essence même, c'est ça ? Tout à fait. En fait, il faut juste rappeler qu'est-ce que c'est que la filiation. En deux mots, la filiation découle de l'acte de naissance de chacun d'entre nous. Et que nous dit l'acte de naissance ? Il nous dit de qui nous sommes nés, comme son nom l'indique. Donc la filiation indique à chacun de qui il est né. Alors le plus souvent, cette naissance, effectivement, correspond à la réalité biologique, mais ce n'est pas systématique. Et cet engendrement de l'enfant auquel renvoie la filiation peut aussi être symbolique. C'est-à-dire que, à défaut d'être issu biologiquement de ses parents, l'enfant se pense comme tel et se construit comme tel. Donc c'est particulièrement évident en cas d'adoption, mais enfin, pour le tout un chacun, il n'y a pas de vérification systématique de la paternité du mari de la mère lorsqu'il est désigné comme père. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas que c'est le père biologique. Donc la filiation supporte tout à fait d'être dans une certaine mesure détachée de la réalité biologique, mais en revanche, elle ne peut pas être détachée de la vraisemblance biologique, parce que si le schéma parental n'est pas cohérent par rapport à l'engendrement de l'enfant, eh bien le schéma symbolique ne peut pas se mettre en place. C'est-à-dire que quelles que soient les qualités que peuvent avoir par ailleurs deux hommes ou deux femmes, un enfant ne pourra jamais se penser
se représenter comme étant issus de leur union. Donc c'est pour ça que la filiation change de sens, parce que la filiation, dès lors qu'on a mis des parents de même sexe, elle ne peut plus avoir pour rôle, pour fonction sociale d'indiquer à chacun son origine, puisque deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas indiquer une origine, y compris symbolique. Bon, et il faut reconnaître que cette évolution, elle a déjà été accomplie par la loi de 2013, qui a introduit l'adoption par deux hommes ou deux femmes, ce qui fait que le droit français connaît déjà ce concept de parents de même sexe, qui normalement aurait dû faire évoluer la filiation en général. On ne peut plus dire que la filiation indique à chacun de qui il est né. Ce n'est plus possible. Bon, mais le législateur français n'a pas assumé sa démarche, et concrètement, il a cantonné la parenté de même sexe à la parenté adoptive. Ce qui fait que le droit à la filiation dans son ensemble continue à se référer à l'engendrement de l'enfant. Donc, y compris aujourd'hui, si un homme de 22 ans veut reconnaître un garçon ou une fille de 20 ans, ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas une différence d'âge suffisante. Mais différence d'âge suffisante pourquoi ? Pour que l'engendrement de cet enfant soit crédible. Donc, tout découle de cette référence à l'engendrement, sauf en ce qui concerne les parents adoptifs de même sexe. Donc, on est arrivé à ce que j'appelle une espèce de schizophrénie du droit, qui emploie le mot filiation comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, on désigne quelque chose qui n'est pas une filiation. Et le fait... vous voyez, aucun juriste ne supporterait que le mot hypothèque n'ait pas le même sens tout le temps. Vous voyez, ça serait pas possible. Il y aurait une insécurité juridique énorme. Bon, mais en revanche, pour le mot filiation, ça n'a pas l'air de gêner que le mot n'ait pas la même signification. Mais pourtant, la contradiction est là. Et en réalité, du coup, le fait d'appeler filiation ce lien qui peut être réel, d'ailleurs par ailleurs, entre deux personnes de même sexe et un enfant, mais qui peut pas être un lien de filiation, le fait de l'appeler filiation, ça introduit un désordre juridique absolument sans issue. Oui, c'est ça. Alors, vous parlez aussi du gouffre sans fond ouvert par la notion de stérilité sociale. On se dit que si on commence à se lancer là-dedans, quand on vous lit, ce serait terrible. Surtout, c'est que la notion de stérilité sociale, ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'infertilité, la stérilité sociale ? Est-ce que ce serait l'infertilité ou la stérilité qui a une cause sociale ? Mais la société n'est pas la raison pour laquelle deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer ensemble. C'est même pas, si tant est qu'il existe, le regard porté par la société sur l'homosexualité qui empêche deux hommes ou deux femmes de procréer ensemble. C'est juste la nature, la biologie. Donc c'est quelque chose d'objectif. Donc l'infertilité sociale a pour but de présenter de façon équivalente des situations en fait qui n'ont rien à voir. L'infertilité dont souffrent deux hommes ou deux femmes n'est même pas une infertilité. C'est pas une infertilité. C'est pas une infertilité. Et elle ne peut pas être mise en parallèle avec l'infertilité qui est l'incapacité à concevoir, alors que normalement on devrait pouvoir. On est dans des conditions pour concevoir. Et il n'y a pas plus d'inégalité à l'égard des couples de même sexe en la matière comme je l'explique, qu'il y en a à l'égard des couples âgés. Par exemple, la PMA n'est pas accessible aux couples qui ne sont plus en âge de procréer. Tout simplement parce que la procréation artificielle imite la procréation naturelle. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les personnes âgées. Je veux dire, voilà. Donc, il n'y a pas plus de discrimination à l'égard des personnes qui n'ont pas encore l'âge de procréer ou qui ne l'ont plus qu'il n'y en a à l'égard des couples de même sexe. Très bien. Alors, vous donnez vraiment tous les arguments. On comprend bien quand même que l'enfant pour tous, comme vous dites, est un peu le corollaire ou la conséquence inévitable ou ce que l'on cherchait, l'objet premier peut-être même du mariage pour tous. Ah bah oui, ça j'en suis persuadée. De toute façon, je suis pas la seule. Tout le monde a bien compris depuis longtemps que le mariage était un cheval de Troie, un prétexte. Ça fait des années qu'on entend partout que le mariage n'intéresse plus personne, que c'est un modèle dépassé. Et puis tout à coup, tout le monde a envie de se marier. Voilà. Mais on sait très bien qu'en réalité, ce qui était visé, c'était la filiation. Donc le concept de filiation à l'égard de parents de même sexe a été introduit au passage avec l'adoption. Mais on sait très bien que ça, c'est la partie théorique et symbolique, qui est pas à négliger, parce que le rôle symbolique de la loi est absolument crucial. Mais enfin, pour l'instant, ça reste théorique, tant qu'on n'a pas la PMA, la GPA. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Donc c'est pour ça que quoi qu'en disent les ministres, quoi qu'en dise François Hollande, tant que la loi sur le mariage et l'adoption est en vigueur, la PMA et la GPA sont à l'ordre du jour. Très bien. Alors je rappelle le titre de votre livre, Dmitri Kovic.
Oui, c'est ça. Voilà, PMA GPA, la controverse juridique, donc chez Pierre Tecky aussi, décidément. Je vais peut-être consacrer un tout petit peu de temps aux questions. Vous avez des remarques les uns les autres sur la PMA GPA? Non, mais c'est une perte de sens de l'homme, comme pour tout, et malheureusement on est dans une société. Je plaide pour les parents. Là, c'est le libre journal de la famille. Comment il va falloir éduquer ces enfants dans une société où tous les mots ont perdu tout leur sens. Les enfants, on leur parlera de mariage, pour eux, alors que pour nous c'était évident, il y a une union particulière d'un homme et d'une femme qu'on appelait le mariage. Mais dans 10 ans, ce mot-là, cette connaissance d'une réalité humaine, d'une union spécifique, aura disparu parce qu'il y a un même mot pour dire des choses qui n'ont plus de rapport. Alors, mais vous savez, pour les enfants dont vous parlez, je pense que ça pourrait être beaucoup plus concret que ça, parce qu'une fois qu'on a admis le concept de parents de même sexe, donc ça veut dire que la parenté n'est plus fondée sur la référence à l'engendrement. Oui, bien sûr. Et en réalité, on a déjà le recul dans certains pays qui ont admis cette espèce d'homoparenté. C'est qu'il y a il y a quelques enfants déjà, mais ça a une force symbolique très forte, qui ont plus de 2 parents. Et ce qui est tout à fait logique, à partir du moment où la parenté est fondée sur l'investissement auprès de l'enfant. Ça peut être 25. Oui, ça peut concerner très facilement 3 ou 4 parents. Et il faut pas s'imaginer que cette pluriparenté ou multiparenté est réservée aux personnes homosexuelles, parce que lorsque 2 femmes, par exemple, font appel à un ami complaisant pour avoir ses gamètes pour concevoir un enfant, cet ami complaisant n'est pas nécessairement homosexuel. Donc on peut très bien avoir des pluriparents qui sont hétérosexuels, et donc concrètement, nous tous, là, nous sommes directement concernés, contrairement à ce que certains pensent, parce que tout le monde doit s'attendre bientôt à ce qu'en cas de décomposition et recomposition des couples, eh bien, les nouveaux conjoints, concubins successifs des parents réclament à être reconnus comme 3e ou 4e parent. Et c'est pas de la science-fiction, c'est déjà réalisé dans de nombreux États. Merci Thierry de Van Abs, merci Maître de Bourgard, merci Audemir Corvic, merci chers auditeurs.